Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle webconférence organisée par l'Académie UPV qui va nous permettre de faire un point sur l'actualité en droit social de ces derniers mois. Donc cette webconférence sera animée par Maître Hélène Beau, qui est à côté de moi, du cabinet HBA et avocat au barreau de Toulon. Donc je la remercie de se prêter à cet exercice qui nous sera, je suis certaine, très utile. Les thèmes principaux qui vont être abordés ce matin touchent toutes les étapes du contrat, donc de l'embauche du salarié à l'exécution du contrat de travail, puis à la rupture de celui-ci. Vous allez voir, c'est quand même assez varié. Pour vous donner une petite idée, de manière non exhaustive, les thèmes qui seront abordés ce matin seront la liste des pièces à fournir au salarié lors de son embauche, le gros sujet de l'acquisition des congés du coup, pendant la maladie qui a fait beaucoup débat ces derniers mois. Donc Maître Beau nous donnera un éclairage mais ne pourra pas se prononcer car nous sommes toujours dans l'attente de la loi version définitive, je vais dire. La charge de la preuve de la prise effective des RTT, l'obligation de sécurité de l'employeur, la procédure d'abandon de poste et la présomption de démission qui peut en découler, etc. Donc des sujets assez variés. Et nous ferons aussi un point en fin de webconf sur les réformes et les chantiers à venir qui ont été annoncés par le Premier ministre. Donc pendant cette webconf, n'hésitez pas à poser vos questions. Nous les voyons en ligne, nous essaierons d'y répondre au maximum. Le replay de cette webconf sera disponible sur notre chaîne YouTube Viséo. Et je vais laisser tout de suite la parole à Maître Beau. Donc bonjour à tous. La webconférence qui a été initiée par l'UPV, en fait, comme l'a dit Madame Hérin, a pour but en fait de brosser un tableau sur l'actualité nouvelle en droit du travail. Ce qui est important pour moi, c'est de préciser à tous que en fait, le droit du travail, bien que vous le sachiez, est un droit en perpétuel mouvement. Ce qui est vrai aujourd'hui ne le sera pas forcément demain. Et ce qu'il faut aussi noter, c'est qu'en fait, aujourd'hui, on est quand même dans une insécurité juridique très compliquée pour les entreprises et même pour les avocats, on peut dire, puisque conseiller sur un point de droit aujourd'hui peut être complètement contrecarré par la position notamment de la Cour de cassation. Et en fait, on a eu un exemple complètement douloureux par les arrêts qui ont été rendus par la Cour de cassation le 13 septembre 2023, qui est venu dire qu'en fait, le Code du travail n'était pas conforme en fait au droit européen. Et dans ces conditions, qui a refusé, donc la Cour de cassation a refusé d'appliquer le droit du travail et donc le Code du travail, dont on pense pourtant qu'il est le support essentiel dans toute entreprise ou même pour tout particulier d'appliquer donc dans le cadre d'une relation de travail. Donc c'est pour ça que je pense qu'il est important de préciser que la gestion des ressources humaines, c'est un point important dans une entreprise, donc il faut faire attention à ce qu'on applique et même prendre bien évidemment un conseil éclairé auprès de personnes qui sont juristes et autres. Donc pour commencer en fait par rapport aux points qui ont été évoqués, on va commencer par l'embauche du salarié. Donc il y a le premier point qui est la liste des pièces à fournir aux salariés. C'est un décret du 30 octobre 2023 qui est venu préciser des obligations nouvelles de la part donc à mettre en œuvre par l'employeur et ce depuis le 1er novembre 2023. Donc c'est une application du texte qui est impérative et qui commence à courir à compter du 1er novembre 2023, même si on attendait des dispositions pour préciser tous ces points. Donc vous le trouverez donc dans le cadre d'un petit document qui vous sera transmis également par l'UPV, une liste qui a été prise et notamment donc des informations qui sont à donner aux salariés dans un délai de 7 jours ou dans un délai d'un mois suivant le cas. Donc ça peut effectivement aller très très vite. Donc par exemple pour ce qui est des informations à donner au niveau de 7 jours après l'embauche, ça peut être l'identité des parties à la relation de travail, le lieu ou les lieux de travail, l'intitulé du poste, des fonctions, la catégorie socio-professionnelle, la date d'embauche, etc., etc. Ce sont des éléments qu'on trouve régulièrement dans le cadre des contrats de travail, mais dont ce nouveau texte impose à l'employeur de faire une information générale. Parce que bien sûr, il y a des fois où on ne fait pas de contrat de travail. Donc ce point-là a été, on va dire, imposé par décret. Et tout ça aussi pour se conformer aux directives européennes en la matière. Donc il y a un nouvel article du Code du travail qui a été inséré donc, dans le Code du travail, qui est
désigné comme étant l'article L 1221-5-1 du Code du travail. Donc ces pièces-là sont à donner dans le cadre, enfin, ces informations-là sont à donner dans un délai de 7 jours. Par contre, vous avez aussi des informations qui doivent être données dans un délai d'1 mois. Pourquoi 7 jours, pourquoi 1 mois? Je ne sais pas, mais quoi qu'il en soit, effectivement, c'est prévu comme ça dans ce nouveau texte. Vous verrez que pour ce qui est des informations à donner au plus tard 1 mois après l'embauche, ça va être l'information sur le droit à la formation, sur la durée du congé payé auquel le salarié a droit et les modalités de calcul, la procédure à observer par l'employeur et en cas de cessation de la relation de travail, et les conventions et les accords collectifs applicables dans l'entreprise. Donc toutes ces informations doivent être communiquées. Alors aujourd'hui, sauf erreur de ma part, il n'y a pas de sanction, et j'allais vous dire, ce qui est important de souligner, c'est que ces informations qui doivent être données vont engager quand même l'employeur. Donc des informations qui peuvent être données par mail, par tout support en fait, qui permettent une information certaine et une date certaine de ces informations données. Donc il n'y a pas de sanction aujourd'hui. Par contre, ce nouveau texte prévoit la possibilité pour le salarié de mettre l'employeur en demeure de répondre à ces demandes d'information si l'employeur n'a pas fait les démarches pour informer et donner donc ce type d'information prévue par ce nouveau texte. Donc à l'issue duquel le salarié pourra très bien solliciter du Conseil de prud'homme le respect de cette obligation. Alors juste ce point-là, et j'insiste bien sur ce que je viens de vous dire, c'est qu'en fait la question se pose en fait de ces informations, parce qu'à partir du moment où vous allez informer un salarié par exemple de l'application d'une convention collective, si vous vous trompez, la question va être de savoir quelle est l'incidence vis-à-vis du contrat de travail et notamment de la force obligatoire que vous allez donner à cette information. Donc je ne suis pas sûre qu'on puisse invoquer par la suite l'erreur qui aurait été commise dans l'impact et l'information qui a été donnée de cette convention collective. Donc c'est un petit problème aujourd'hui qu'on peut rencontrer par rapport à l'application de ce texte. Donc, je vais aller très vite sur la fixation de la rémunération, égalité de traitement et discrimination. J'ai voulu en fait vous donner la position de la Cour de cassation dans un arrêt qui a été rendu le 14 février 2024, qui était en rapport en fait avec un salarié qui s'estimait discriminé par rapport à un autre. En fait, il percevait une rémunération étant handicapé qui était inférieure de 10 centimes par heure travaillée par rapport à un autre collègue de travail qui avait le même travail et qui a priori était dans un traitement qui était inégal, mais surtout des tâches de travail qui étaient finalement exactement les mêmes, les fonctions les mêmes, etc., etc. Donc en fait, le salarié est venu se plaindre, étant handicapé, a commencé à dire que c'était par rapport à son handicap, et donc la Cour de cassation est venue dire 10 centimes de l'heure, si on ne prouve pas en quoi il y a une justification de la différence de traitement, dans ce cas-là, l'employeur doit être condamné pour discrimination et non-respect de l'égalité de traitement. Donc ça peut avoir effectivement des conséquences lourdes. On peut se dire que 10 centimes, c'est pas beaucoup, mais en l'occurrence, ça peut coûter très cher à l'entreprise. Sur les conditions d'exécution du contrat de travail. Alors là, on en arrive effectivement au point crucial dont on a parlé donc, depuis les arrêts du 13 septembre 2023 rendus par la Cour de cassation et que j'évoquais en fait en préambule de cette formation, de cette information. En fait, la Cour de cassation, elle est venue dire et donner encore une insécurité juridique conséquente pour les entreprises. Elle est venue dire qu'en fait, le Code du travail n'était pas du tout en adéquation avec le droit européen. Et dans ces conditions, elle est venue dire qu'elle ne l'appliquerait pas. Donc, on va loin et en fait, toute la jurisprudence et beaucoup des éléments que vous aurez dans le cadre de ce dossier ou de cette information font état aujourd'hui d'une imminence et en tout cas d'une force obligatoire, en l'occurrence des normes européennes. On le savait déjà, mais on va de plus en plus vers la réglementation européenne. Et c'est donc dans ces conditions que la Cour de cassation a dit que en fait, le principe de refuser aux salariés le bénéfice de congés payés acquis pendant un arrêt maladie
bien, ce n'était pas conforme au droit européen, puisque, en tout cas, la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. Et c'est donc dans ces conditions que le gouvernement est venu dire, bon, il faut qu'on tape un peu du poing sur la table, qu'on réfléchisse et qu'on se dise, bien évidemment, il va falloir se mettre en conformité. Donc c'est un peu ce qui a été fait. Je dis un peu parce qu'aujourd'hui, malheureusement, je ne peux pas vous apporter une réponse sur les amendements, en tout cas, l'amendement qui a été négocié et qui a été vu au niveau de la commission mixte, qui a été amené à trancher donc sur la nouvelle inscription d'un article du Code du travail qui sera celui donc visé, je ne me souviens plus, un nouvel article. Voilà, c'est ça, L 3141-19-3 du Code du travail, qui va donc être publié très bientôt, et normalement nous l'annonce au mois de mai. Mais ça pose encore, à mon sens, énormément de questions, et à mon avis, ça va conduire à un contentieux, parce que le texte, à mon sens, je ne parle que pour moi, est très compliqué à mettre en œuvre, à le comprendre d'une part, et ensuite à le mettre en œuvre d'autre part. Pourquoi ? Plusieurs pistes, en l'occurrence, pour les arrêts de travail qui ne sont pas professionnels, donc qui ne couvrent pas un accident du travail ou une maladie professionnelle qui me semble avoir été oubliée alors que ça avait été prévu dans l'amendement. On parle en fait d'une acquisition de congés à hauteur de 24 jours. Donc, et non plus de 4 semaines, donc non plus 5 semaines, donc non plus 30 jours. Donc on reste sur 24 jours. Par contre, on aura une période de report de ces congés sur la base de 15 mois. Et cette base-là ne commencera à courir qu'à partir du moment où le salarié sera informé par son employeur. Une obligation pour l'employeur d'informer le salarié dans le délai du mois qui suit la période de référence en question, ou à la fin de l'arrêt de travail, quand il reprendra son travail. Donc tout dépendra, et là aussi, il semblerait qu'il y ait une distinction qui soit faite entre le salarié qui est en arrêt de travail et le salarié qui sort de l'arrêt de travail. Donc beaucoup de choses et beaucoup de questions en suspens aujourd'hui, sur lesquelles malheureusement je ne pourrai pas m'engager. Donc nous attendons le texte définitif au mois de mai 2024. Peut-être attendent-ils aussi qu'il y ait éventuellement une saisine du Conseil constitutionnel pour vérifier donc que tout se passe bien et qu'il y ait au moins une conformité avec la Constitution. Mais ça ne règle pas le problème, en fait, que ce soit clair, des règles européennes, puisque on l'a vu le 8 février 2024, alors que le Conseil constitutionnel était interrogé sur sur la conformité en fait du Code du travail avant même les arrêts en question du 13 septembre 2023, considérer que c'était constitutionnel, mais c'est pas pour ça que c'est conforme au droit européen. Donc j'aurais pas véritablement de solution aujourd'hui à vous offrir sur l'analyse en fait de ce nouveau texte, puisqu'il n'est pas à ce jour publié. À ce jour, en tout cas, les dispositions seraient rétroactives, si je ne me trompe pas, jusqu'à 2009. Alors, a priori, effectivement, pourquoi ? Parce qu'on estime que l'employeur n'a pas mis en mesure le salarié de connaître son droit à congé payé. Donc, il semblerait que ça soit maintenu, c'est-à-dire que le salarié qui a été en arrêt de travail depuis 2009 puisse compiler, on va dire, les arrêts de travail qu'il a pu avoir depuis cette date et venir solliciter son employeur pour lui dire, en fait, vous me devez tant de jours de congé parce qu'en fait, pendant ces mois-là ou ces semaines-là, vous ne m'avez pas permis d'en acquérir. Donc, la situation est un petit peu, nébuleuse, mais a priori, effectivement, ce serait jusqu'en 2009. On remonterait jusqu'en 2009. Voilà pour ce problème-là. Sur la prise effective des RTT, la question a été posée de la charge de la preuve. Pour ceux qui mettent en place des jours de RTT dans le dispositif d'aménagement du temps de travail, visé par l'article L 3121-44 du Code du travail, la question est de savoir si vous faites mention sur un bulletin de salaire de la prise des RTT, est-ce que ça vous libère
de toute obligation et notamment de justifier que le salarié les a pris si par exemple il vous saisit, il saisit le conseil de prud'homme pour vous dire bon ben voilà, moi je suis désolée, effectivement il apparaît sur un bulletin de salaire que j'ai pris 10 jours de RTT, mais c'est pas vrai, je les ai pas pris. Donc la question se pose, est-ce que les mentions qui sont faites sur un bulletin de salaire suffisent à libérer l'employeur de la preuve que ces RTT ont été prises? Donc un arrêt de la Cour de cassation du 10 janvier 2024 pour répondre que non, que même si c'est noté sur le bulletin de salaire que le salarié a pris son bulletin de salaire, que les mentions apparaissaient et que donc il n'a pas critiqué cette absence, cette mention sur le bulletin de salaire, ça ne répond pas à un critère de preuve évidente et dans ces conditions, la Cour de cassation impose à l'employeur de justifier qu'elles ont été bien effectivement prises, donc ce qui est quand même un peu compliqué. Donc il va falloir tracer de manière impérative et surtout de manière scrupuleuse en fait toutes les informations, le calcul des RTT, mais surtout aussi comment les salariés peuvent prendre ces jours, les fixer, l'aval de la direction et surtout la justification par un calendrier et autres que le salarié a bien pris effectivement ces jours, sinon vous serez amené à les rémunérer. Est-ce que vous conseillez justement dans un point de vue pratique de faire signer comme une fiche temps ou une fiche en fait comme quoi le salarié à telle période pour poser le RTT et qu'effectivement il choisit tel jour et que l'employeur a donné son accord et qu'on doit signer? Voilà, c'est ce que je conseille bien évidemment et c'est surtout de tracer bien toutes ces, donner et créer des procédures en fait pour permettre en fait qu'il n'y ait absolument aucune contestation. J'allais vous dire que là on parle des RTT, mais pour moi ce sera la même chose si on parle des congés payés. Cette jurisprudence elle va être appliquée dans plusieurs cas, donc bien évidemment ça peut glisser sur d'autres droits que le salarié peut revendiquer, notamment la prise effective des congés payés. Donc on va loin quand même, parce que ces arrêts rendus par la Cour de cassation imposent quand même à l'employeur de mettre en œuvre pas mal de process qui sont contraignants, mais en même temps qui vous permettront derrière d'éviter ce genre de problématiques. On en arrive ensuite au management brutal. Alors là, c'est un arrêt que je voulais vous faire partager parce qu'il date du 14 février 2024. Ça paraît peut-être évident, mais en l'occurrence, on est aujourd'hui sur une situation de bien-être et de recherche de bien-être au travail. Et en l'occurrence, il s'agissait d'une directrice d'EHPAD qui était plus qu'autoritaire et qui avait conduit en fait à des démissions de 2 salariés et des arrêts de travail. Donc on ne parlait pas de harcèlement moral, mais on parlait d'une autorité bien trop importante qui avait en fait dégradé l'état de santé de certains salariés et conduit d'autres à rompre leur contrat de travail. Alors là, la Cour de cassation est venue dire que ce licenciement qui avait été prononcé permettait en fait effectivement qu'il soit fondé sur une faute grave et excluait le bénéfice des indemnités de rupture. Donc c'est important, mais surtout ça me fait glisser sur le petit 4 que vous voyez à l'écran, l'obligation de sécurité, puisque l'employeur effectivement doit prendre les mesures. Donc ce licenciement était une mesure qui avait été prise par l'employeur et finalement il a bien fait puisque la Cour de cassation est venue dire effectivement que même s'il n'y a pas harcèlement, j'insiste bien, l'employeur doit prendre les mesures qui s'imposent si on voit qu'il y a des dérives dans le management. Donc c'est très important de le souligner, d'autant plus que, encore une fois, sur qui pèse la charge de la preuve de l'obligation de sécurité, c'est sur l'employeur. C'est-à-dire que si le salarié est victime, par exemple, d'un accident du travail dans l'entreprise et qu'il se plaint auprès du conseil de prud'homme de sa situation et du fait que, par exemple, il ait été déclaré inapte ou qu'il estime que le manquement de l'employeur était tel qu'il demande la rupture, que le conseil de prud'homme donc vienne trancher sur la rupture du contrat de travail, c'est à l'employeur de démontrer qu'il a pris toutes les mesures qui s'imposent pour éviter l'accident du travail et donc pour dire qu'il n'a pas été défaillant dans cette obligation. Donc là encore, ça va très loin puisque bien évidemment on n'est pas à l'abri d'un accident du travail au sein de l'entreprise, mais il faut encore une fois démontrer beaucoup de choses et ça passe aussi, et j'insiste aussi sur la rédaction du document unique qui est très important puisque c'est une des premières pièces
qui va vous être demandé s'il y avait un accident important dans l'entreprise et avec des conséquences graves. C'est la première chose qui est demandée par les juges, même au niveau correctionnel. Donc c'est quelque chose qui peut avoir un impact ensuite sur une condamnation. Donc c'est important de le souligner. Il est obligatoire dès l'embauche du premier salarié. Voilà, c'est ça. C'est important de le préciser. Donc, j'en arrive aux heures supplémentaires. De la même manière, ça rejoint aussi l'obligation de sécurité. Les heures supplémentaires, il faut être aussi très vigilant. On en arrive aussi au RTT, on en arrive aussi au congé payé. Il faut une traçabilité importante. Pourquoi? Parce que la première question qui se pose, c'est la preuve des heures supplémentaires. Souvent, vous dites, le salarié ne demande rien. Après tout, j'ai pas besoin de faire de documents permettant la traçabilité. Alors, il faut rappeler que le Code du travail partage la preuve, en fait. Et en l'occurrence, c'est pas forcément au salarié, et c'est pas exclusivement à lui d'apporter la preuve qu'il a effectué des heures supplémentaires. J'allais dire même que la Cour de cassation a tendance à alléger les obligations du salarié et par contre impose à l'employeur d'être plus rigoureux, encore une fois. Et vous le verrez, en fait, en matière de preuve, la Cour de cassation va permettre à un salarié d'apporter, on va dire, un simple calendrier avec noté qu'il était présent à telle date, sans forcément marquer le nombre d'heures qu'il a effectué, mais même faire une compilation d'une semaine de travail et de dire, voilà, je fais les mêmes toutes les semaines. Et ça suffit à permettre à la Cour de cassation de dire, écoutez, ce sont des éléments suffisants. Et c'est donc à l'employeur de venir dire et de venir apporter ces éléments qui viennent justifier qu'en fait le salarié n'a pas effectué les heures supplémentaires qu'il réclame. Donc c'est très très compliqué effectivement, et la charge de la preuve, bien qu'elle soit partagée, est beaucoup plus lourde aujourd'hui vis-à-vis de l'employeur que du salarié. Enfin, c'est mon analyse, en tout cas c'est ce qui ressort de la politique de la Cour de cassation. Je tiens quand même à préciser par rapport à ça que quand le salarié vient demander la condamnation de l'employeur au paiement des heures supplémentaires, ça a beaucoup de conséquences. Pourquoi? Parce que si l'employeur n'arrive pas à démontrer qu'effectivement les éléments qui sont communiqués par le salarié ne tiennent pas à l'analyse et donc en fait qu'il n'a pas effectué ces heures, suivant le nombre d'heures supplémentaires que le salarié a effectué, on revient sur l'obligation de sécurité. Il y a une charge de travail importante, il y a une dégradation de l'état de santé, vous allez être jugé responsable puisque vous portez atteinte quelque part à l'état de santé du salarié. Donc il y a une dégradation qui peut vous être imputée. Ça peut aller aussi sur l'obligation de l'employeur de déclarer ses heures supplémentaires à l'URSSAF, puisque quelque part l'URSSAF va être lésée par le fait que les heures supplémentaires n'aient pas été payées. Et donc dans ces conditions, on peut aussi considérer qu'il s'agisse du travail dissimulé. Et quand on est dans le cadre d'un travail dissimulé, au niveau d'un conseil de prud'homme, je ne parle pas de la juridiction pénale qui est indépendante, mais au niveau du conseil de prud'homme, ça permet aux salariés de venir revendiquer en fait cette existence d'un travail dissimulé et de prétendre en fait à la condamnation qui va avec, c'est-à-dire 6 mois de salaire, les 6 derniers mois de salaire, étant entendu qu'il s'agit dans ce cadre-là d'une sanction qui ne peut être réduite par le juge. Ça veut dire que ces 6 mois de salaire, si on considère que l'employeur a manqué à ses obligations et donc a commis ce délit de travail dissimulé, par son intention en fait de ne pas mentionner sur les bulletins de salaire les heures supplémentaires qui ont été effectuées et non payées, cette sanction est automatique. À cela s'ajoute aussi, si si le salarié demande, on va dire, des sommes très importantes et donc revendique l'accomplissement d'heures supplémentaires d'un tel volume que ça dépasse le contingent d'heures supplémentaires, vous ajouterez à tout ce que je viens de vous indiquer des demandes qui sont précisées par le Code du travail, notamment on ajoute des repos compensateurs qui peuvent aller pour une entreprise de moins 20 salariés à une majoration en plus des majorations appliquées légales de
50%, je ne dis pas de bêtises, en plus, donc des heures qui sont effectuées au-delà du contingent d'heures supplémentaires, et ça peut aller à 100% pour une entreprise qui a plus de 20 salariés. Donc vous aurez compris quand même que en matière de gestion de ressources humaines et donc de traçabilité, l'importance qu'il y a à bien évidemment respecter et à chercher à mettre en place des process qui vous permettent d'échapper à ce genre de risques pour une entreprise qui peuvent effectivement coûter très cher. Ça, on a bien conscience et on le répète nous, souvent aux entreprises adhérentes qu'effectivement les process sont assez lourds à mettre en place, mais ça peut vous sauver ou du moins grandement vous faciliter la vie en cas de contentieux ou simple discussion. Voilà, faut veiller à faire ce genre de choses. Du coup, on l'a vu pour les heures supplémentaires, pour les RTT et très certainement du coup pour ce qui est des congés payés. J'en profite pour vous dire qu'on a reçu des questions et je les poserai du coup à Maître Beau en fin de conférence. On les a bien notées. Ensuite, il y a un arrêt aussi qui a été rendu le 8 novembre 2023 sur la durée maximale hebdomadaire qui a été dépassée. Alors là, la Cour de cassation vient dire que là aussi, on en rajoute une couche et on vous dit c'est soumis à dommages-intérêts du salarié, en plus de tout ce que je viens de vous indiquer. Et là, par contre, c'est un préjudice qui est indemnisé automatiquement. Il n'y a pas besoin d'apporter la preuve d'un préjudice subi. Le forfait jour, je vais essayer d'être peut-être un peu plus rapide, mais on est dans les temps, très bien. Donc le forfait jour, pour ceux qui appliquent des forfaits jours, et là on en arrive aussi à une position de la Cour de cassation qui vient un petit peu contrecarrer, non plus le Code du travail, mais là les conventions et accords collectifs. Pourquoi? Parce que vous avez donc des conventions collectives, des accords collectifs qui viennent définir en fait des conditions pour mettre en œuvre des conventions de forfait jour, forfait classique. Donc, à partir de là, il est prévu que ces conventions doivent être soumises à des obligations visées par le Code du travail. Jusque-là, c'est tout à fait normal. Mais à partir du moment où les conventions collectives ne sont pas conformes, il ne faut pas s'attacher uniquement qu'à la convention collective. Il faut aller vérifier donc le Code du travail. Et quand elles ne sont pas conformes, il y a un article du Code du travail visé qui est l'article 3121-65 qui vient dire que si la convention collective est incomplète ou si elle est inexistante sur les conditions à appliquer pour prétendre mettre en place ce type de convention, et il y a des règles impératives qui sont visées par le Code du travail, et notamment le fait que l'employeur doive établir un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des jours ou demi-journées travaillées, et sous la responsabilité de l'employeur. Le deuxième point, c'est l'employeur s'assure que la charge de travail est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires. Et enfin, l'employeur organise une fois par an un entretien avec le salarié pour évoquer sa charge de travail qui doit être raisonnable, l'organisation de son travail, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, ainsi que sa rémunération. Donc ce sont trois conditions qui apparaissent dans le Code du travail, mais qui sont impératives à mettre en œuvre. Pourquoi? Parce que les conventions de forfait sont mises souvent en place par les entreprises, parce qu'en fait, justement, on se dit, on ne va pas payer les heures supplémentaires, après tout, on met en place cette convention de forfait, ils travaillent tant de jours dans l'année, puis après tout, au moins c'est réglé, je suis tranquille. Ben non, vous n'êtes pas tranquille. On revient sur les process, puisque à partir du moment, et la Cour de cassation vient encore une fois de clarifier cette situation, mais à partir du moment où, en l'occurrence, les tableaux de suivi des journées ou demi-journées travaillées ne reflètent pas la réalité, et en l'occurrence c'était le cas, puisqu'en fait la traçabilité était un petit peu... excusez-moi du terme, bidon, que le salarié en fait avait effectivement validé des tableaux qui ne correspondaient à rien, c'est-à-dire qu'en fait, par exemple, il travaillait sur le tableau tel jour, mais en fait, il arrivait à démontrer que ce jour-là, il ne travaillait pas et inversement. Donc, on se rend bien compte que le tableau, il a été fait pour les besoins de la cause et de la preuve éventuelle. Donc, le salarié avait apporté cette démonstration et surtout, l'employeur n'avait pas organisé avec le salarié un entretien annuel pour évoquer sa charge de travail. Donc, c'est très important, j'allais vous dire, il faut peut-être mettre en place un contrôle
même pas uniquement sur l'année, mais voire même 2 à 3 fois par an pour étudier en fait la charge de travail du salarié et s'assurer dans le cadre d'un entretien individuel que tout a été mis en œuvre, qu'il n'y a pas de problème, tout va bien et que, en l'occurrence, le salarié ne se trouve pas débordé. Donc on en arrive finalement à la solution qui est de dire qu'à partir du moment où on ne respecte pas ça, le salarié peut dire écoutez, moi j'ai pas eu mon entretien annuel, apportez-moi la preuve que j'ai eu cet entretien. À partir du moment où vous n'arrivez pas, vous entreprise, à démontrer que vous suivez le temps de travail, en l'occurrence scrupuleusement de votre salarié et donc de ses jours travaillés en bonne adéquation avec tout ce qui vient d'être évoqué, l'activité professionnelle et la vie personnelle, eh bien vous risquez en fait, le risque c'est la nullité de la convention de forfait, et une nullité de la convention de forfait c'est qu'on revient en fait à l'accomplissement d'heures supplémentaires, et vous avez payé peut-être un salarié sur la base de 218 jours travaillés, mais s'il arrive à démontrer le nombre d'heures qu'il a effectuées, on en revient au même problème que tout à l'heure. L'accomplissement d'heures supplémentaires entraîne toutes les conséquences en termes de preuves, mais également en termes de risques et de sanctions que vous pouvez prendre. On revient sur ce qui a été évoqué sur les heures supplémentaires. On revient du coup sur le travail dissimulé. On revient sur le travail dissimulé, on revient sur le déplacement du contingent, on revient sur les heures supplémentaires qui n'ont finalement pas été payées, qui peuvent vous être demandées en double, sur la base d'une rémunération qui finalement était peut-être supérieure, puisque vous avez prévu 218 jours, mais en fait le salarié va demander ses 25%, ses 50% sur la base de la rémunération qui a été fixée contractuellement. Voilà. Donc un risque encore pour les entreprises, ça peut coûter très cher. Au niveau peut-être d'un conseil que l'on peut donner, par exemple, pour garder cette récurrence de à minima un entretien par an, peut-être faire un tableau avec des échéances et des rappels, en fait, peut-être sur le même format que le tableau des entretiens pro, par exemple, qu'on peut tenir pour le garder en mémoire. Alors, on peut le faire le même jour, mais il faut faire 2 entretiens complètement différents. Parce que, effectivement, pour bien noter, parler de la charge de travail et cette adéquation, c'est très important. Et moi, à mon sens, pour être cadré et pour éviter toutes ces problématiques liées en fait à la sanction qui peut être très important pour une entreprise, ça peut faire couler des entreprises, surtout quand c'est des toutes petites entreprises. Il faut être scrupuleux là-dessus. On en arrive à la rupture du contrat de travail. Alors, je pense que vous avez tous eu connaissance en fait de la nouvelle procédure sur l'abandon de poste qui a été mise en œuvre le 19 avril 2023, donc qui remonte maintenant. J'ai pas trop, pour ce qui nous concerne, de retour sur ce type de procédure. Moi, j'ai eu plusieurs fois la question. Je sais que la procédure a été mise en œuvre dans quelques entreprises. J'ai pas eu de retour de litige. Voilà. Donc, après, la question, c'est qu'ils avaient voulu, au niveau plus haute sphère de l'État, que en fait, on oublie le licenciement. Pourquoi ? Parce qu'avant, bien sûr, l'abandon de poste, on mettait en demeure le salarié de reprendre. S'il ne reprenait pas, on partait sur un licenciement pour faute grave. Et à la limite, c'était plus sécure, moi, je trouve que c'est plus sécure pour l'entreprise. Voilà, c'était plus cadré, mais ce qui avait pour conséquence, ça arrivait régulièrement, puisque le salarié, ce qu'il voulait, c'est percevoir les allocations chômage. Et c'était le cas. Donc en fait, l'abandon de poste, il a été effectivement légiféré. Il y a 2 nouveaux articles du Code du travail qui ont été pris, donc qui ont été insérés dans le Code du travail, et qui rappellent en fait la procédure. Il faut une mise en demeure préalable du salarié, et dedans, il faut bien préciser que le salarié est donc absent et que on le met en demeure d'avoir à justifier de son absence ou de reprendre. On doit lui laisser un délai de 15 jours qui ne doit pas être inférieur à 15 jours, et on doit noter dans cette mise en demeure qu'à défaut de justification, on pourra le considérer comme étant démissionnaire. Je précise que on dit que cette mise en demeure peut être adressée sous pli recommandé avec accusé de réception ou remise en main propre. C'est l'article du code qui le prévoit. Je ne vois pas comment on peut remettre en main propre, donc ça c'est un détail. Mais quelqu'un qui n'est pas là et dont son absence est à justifier, voilà. Je pense que
En pratique, voilà, c'est ça, exactement. Donc, enfin, en tout cas, c'est prévu. Mais bon, je me déconseille parce que souvent, après, on va dire, ah bah tiens, on a poussé le salarié à signer ce genre de mise en demeure. Donc non, on ne le fait pas. On envoie un courrier recommandé avec accusé de réception. Si le salarié légitime effectivement son absence, donc tant mieux, ça s'arrête là. Sinon, effectivement, on peut considérer qu'il y a une présomption de démission et donc on établit une attestation anciennement Pôle emploi France Travail sur la base d'un motif de rupture qui est la démission. Pour ce qui me concerne, j'avoue que j'ai un petit peu du mal avec cette procédure. On n'a pas encore, pour ma part, comme je vous l'ai dit, j'ai pas de retour sur ce type de procédure. Il n'y a pas de procès, ou en tout cas ma connaissance, qui soit importante qui puisse nous aiguiller sur la manière dont ça se passe. Mais enfin, la question se pose. Si par exemple le salarié vient dire ah oui, mais arrive à démontrer que l'employeur était finalement informé qu'il avait un état de santé difficile et puis ou qu'il était hospitalisé, là vous retrouvez un petit peu en difficulté puisque la rupture du contrat de travail vous sera imputée et donc les conséquences c'est un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec, suivant l'ancienneté du salarié, l'indemnité de licenciement, l'indemnité de préavis et dommages et intérêts qui vont avec. Donc c'est une décision qui est un petit peu difficile à prendre effectivement et qui n'est pas sécure sur tous les points. Du coup, est-ce que vous conseillez de maintenir la procédure de licenciement pour faute en pareil cas ? Alors ça dépend, et effectivement, à mon avis, ça dépend un petit peu de la situation du salarié. Si on sait qu'il avait des problèmes de santé, etc., j'aurais tendance à vous dire oui, on est plus sur une procédure. Pourquoi ? Parce que après, vous prendrez exactement la même procédure au niveau du conseil de prud'homme, parce qu'il viendra vous dire oui, mais moi, je pouvais justifier, mais elle est à mon sens moins risquée dans ce cas-là, puisque vous risquez pas de vous retrouver avec une démission qui finalement n'était pas à considérer compte tenu de l'état de santé connu du salarié. D'accord. Mais quoi qu'il en soit, c'est le cas par cas. Mais voilà, je m'engagerai pas vraiment sur ça, mais voilà. Après, j'ai pas de retour au niveau contentieux sur ce point-là. On n'a pas de retour d'expérience pour. Après, c'est important de le dire parce que quand vous avez l'histoire des congés dont on parlait tout à l'heure, il faut du temps avant que ça arrive à la Cour de cassation. Donc, effectivement, on n'a pas tout de suite des réponses à des nouvelles règles qui sont mises en œuvre. On en aura dans peut-être 2, 3, 4 ans, quoi. Donc, comme l'article, il a été inséré en avril 2023, donc on reste encore quelques années. Sur le régime social de l'indemnité de rupture, je vais aller très vite, mais en fait, ce qui a changé, et là, vous trouverez les informations et les mises à jour dans le BOSS, le bulletin officiel de la sécurité sociale, du 28 novembre 2023. En fait, on a voulu, je pense, au niveau du gouvernement, permettre des ruptures conventionnelles avec des personnes qui sont proches, en tout cas qui peuvent faire liquider leurs droits à la retraite. Et jusqu'à maintenant, c'était une indemnité qui était totalement cotisable et imposable. Donc on a voulu, en l'occurrence, un petit peu alléger ces charges-là, et ce n'est plus, depuis le 1er septembre 2023, cotisable, en tout cas l'indemnité de rupture conventionnelle, même si le salarié se trouve pouvoir prétendre à liquider ses droits à la retraite, cette indemnité n'est plus cotisable. Bon, elle reste quand même soumise aux 30% de contribution patronale et elle reste soumise à la totalité des impôts. En fait, elle est complètement imposable. Donc, il y a quand même une petite solution qui est celle d'alléger les cotisations sociales. Mais là, c'est pareil. Sur les ruptures conventionnelles de ce type, ou même toute rupture, il est impératif d'informer le salarié du régime social et peut-être même fiscal, en l'occurrence de ces indemnités, pour une simple et bonne raison, c'est que si le salarié se retrouve à avoir accepté une rupture conventionnelle qui finalement lui coûte plus que ce que ça lui a entre guillemets rapporté, vous pouvez avoir des conséquences aussi au niveau de la justice et de votre devoir d'information clair. Sur le refus du salarié en CDD de conclure un CDI. Alors, la loi du 21 décembre 2022 a introduit un nouvel article du code L 1243-11-1 du code du travail qui vous donne de nouvelles obligations. Alors, tout à l'heure, on parlera d'un allègement et d'une volonté de simplifier le code du travail.
c'est pas tout à fait ce que je considère être bien sûr le cas. Cet élément-là, alors là aussi, j'ai pas vu de sanction de l'employeur et on attend un petit peu sur ce point-là. Mais voici ce qui est imposé aujourd'hui aux entreprises. Il y a une double obligation, celle de notifier par écrit une proposition de contrat à durée indéterminée aux salariés qui bénéficient dans votre entreprise d'un CDD. Vous devez lui envoyer donc cette proposition dans un délai raisonnable. Raisonnable, c'est un débat sans fin, n'est-ce pas? Et celle ensuite d'informer France Travail si le salarié refuse la proposition de CDI. Ça, c'est un arrêté ministériel du 3 janvier 2024 qui est venu un petit peu préciser le formalisme de l'employeur. Vous avez des formulaires qui sont édités, je pense, et qui doivent être envoyés par voie dématérialisée. Vous trouverez donc les informations dans le support que vous recevrez. En l'occurrence, donc, vous devez informer France Travail en fait que le salarié n'a pas accepté de conclure avec vous un CDI. Alors, on vous demande d'être précis en fait dans toutes les propositions que vous faites, c'est-à-dire l'emploi proposé doit être identique ou similaire à celui occupé en CDD. Il faut que la rémunération soit au moins équivalente, la durée proposée également équivalente, la classification de l'emploi proposé, le lieu de travail identique. Et ensuite, dans le cadre de cette lettre que vous faites au salarié, vous lui donnez encore une fois la possibilité de se prononcer dans un délai raisonnable et lui préciser aussi qu'en l'absence de réponse, ce sera considéré comme un refus. Peut-être même l'informer que si il ne répond pas favorablement, ça peut aussi avoir des conséquences sur son indemnisation pour l'emploi. Le but étant, vous l'aurez compris, d'inciter Pôle emploi, enfin France Travail, de rayer les personnes qui refusent des contrats à durée indéterminée. La problématique, je suis toujours à parler du contentieux, puisque c'est un peu aussi mon métier, mais effectivement, ça pose quand même quelques soucis, puisque quid de la situation si le salarié se retrouve à avoir un refus de versement des allocations chômage en estimant que finalement l'employeur n'a pas été honnête, il a mal informé et que en l'occurrence c'est lui qui serait responsable de ces allocations qui ne seraient pas versées. Donc c'est quelque chose qui me semble là aussi un petit peu compliqué à mettre en œuvre. En tout cas, c'est soumis à un risque pour l'entreprise. Alors, il n'y a pas de sanction aujourd'hui, sauf erreur de ma part. Donc, pas de sanction égale, posons-nous la question de ce qu'on doit faire par rapport à cette situation. Donc, si on veut dénoncer le salarié, effectivement, parce qu'on sait que il n'a pas l'intention de travailler, ça c'est une autre motivation, mais quoi qu'il en soit, pensons toujours à l'entreprise et au risque de contentieux que cela peut générer, à mon sens. Sur la clause de non-concurrence, c'est un débat intéressant parce que les clauses de non-concurrence, je le rappelle pour toutes les entreprises, la validité, elle est quand même assez strictement encadrée. Il faut que la clause soit indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, qu'elle tienne compte des spécificités de l'emploi du salarié et qu'elle comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière qui doit être raisonnable et bien évidemment qui doit permettre aux salariés de s'y retrouver dans cette obligation de non-concurrence. Il y a aussi un point qui est important, c'est qu'elle doit être limitée dans l'espace et dans le temps. Donc tout ça en fait, c'est aussi une analyse au cas par cas quand vous avez un contentieux, de savoir si le salarié qui se trouve par exemple agent d'entretien peut avoir une clause de non-concurrence. Non, à mon sens non, parce qu'en fait c'est pas un poste, voilà, tout dépend de la nature de l'emploi. Mais par exemple, si vous avez effectivement des commerciaux et que ce sont des personnes qui vous ramènent beaucoup de chiffres, vous allez avoir tendance effectivement à leur imposer cette clause de non-concurrence. Donc souvent, dans les clauses de non-concurrence, on la limite dans le temps, dans l'espace, j'insiste bien, et surtout, on leur donne une contrepartie financière qui est correcte
et qui permettent effectivement de la considérer comme étant valable. Par contre, il y a plusieurs arrêts qui ont été rendus par la Cour de cassation et qui donnent une illustration un petit peu de ce qui peut se faire et pas se faire. La Cour de cassation a rendu un arrêt le 13 septembre 2023 où elle a considéré la nullité de la clause de non-concurrence parce que l'employeur avait précisé qu'elle était renouvelable. C'est-à-dire qu'en fait, il avait imposé aux salariés une clause de non-concurrence où dedans, il précisait qu'elle était applicable la première année, qu'il s'est réservé quelque part le droit, de la prolonger 1 an. Donc en fait, la Cour de cassation a dit non parce qu'elle estime que dans ce cas-là, elle n'est pas limitée clairement dans le temps. Donc ça, c'est une nullité, ça veut dire qu'elle n'est pas valable et qu'en l'occurrence, donc, le salarié peut aller courir à la concurrence. Et le versement de la contrepartie financière, elle va être stoppée net lorsque vous avez connaissance que le salarié en fait fait concurrence à votre entreprise. Et dans ce cas-là, à partir du moment où il a fait concurrence, que vous avez apporté la preuve, vous avez le droit d'arrêter le versement de la contrepartie, de l'attaquer, d'ailleurs, devant vous-même le conseil de prud'homme, et de lui dire qu'il a commis donc une infraction à cette clause, et donc demander des dommages-intérêts par rapport à la situation. Et la contrepartie aussi qu'on peut prévoir dans le cadre d'une clause de non-concurrence, c'est le prochain point que je vais évoquer. Mais sur ce point-là, donc la Cour de cassation sur le problème de la contrepartie financière qui peut être stoppée, la Cour de cassation vient dire qu'à partir du moment où le salarié a commis cette infraction, la contrepartie financière n'aura plus à être versée, même si celui-ci revient à de bonnes intentions et dit bon bah ok, j'ai commis une erreur, donc je vais revenir et je vais respecter ma clause. Donc non, une fois qu'elle a été supprimée, c'est terminé, vous êtes libéré de votre obligation. Donc j'en arrive enfin à la pénalité prévue du fait du manquement du salarié à son obligation. Je précise, donc vous avez une obligation de verser la contrepartie financière qui n'est pas révisable. Donc c'est-à-dire que si vous ne la versez pas, et si elle est considérée comme étant, pas suffisante et qu'elle est dérisoire, vous ne pouvez pas l'augmenter, le juge ne l'augmentera pas. Il y aura une nullité pure et dure de la convention, de la clause de non-concurrence, et donc cette clause de non-concurrence, elle ne sera plus appliquée. Dans la clause de non-concurrence, on peut noter aussi que si le salarié ne respecte pas son obligation, on lui stoppera effectivement son indemnité, mais par contre, on lui demandera de verser des dommages-intérêts par rapport qu'on aura d'ores et déjà fixé dans cette clause, qu'on appelle une pénalité prévue donc dans la clause. Mais contrairement à vous, employeur, le salarié peut venir dire « Ah ben non, mais cette contrepartie qui est visée dans la clause, elle est trop importante pour moi, donc ces dommages-intérêts qui ont été fixés en avance peuvent être réduits par le juge. » Donc, ce qui n'est pas juste, puisque vous avez une obligation qui ne peut pas être modifiée, mais par contre, le salarié peut dire cette contrepartie que vous me demandez si je ne respecte pas la clause de non-concurrence est trop importante et sera réduite, et peuvent être réduites par le juge. Ensuite, un débat qui me semble, et j'en aurais presque terminé, qui me semble très intéressant aujourd'hui, c'est les preuves illicites devant le conseil de prud'homme. Là aussi, on revient un petit peu à la position du droit européen, de l'application des règles européennes en la matière. En fait, la Cour de cassation vient d'ouvrir un grand champ qui me semble important de souligner et qui permet à l'employeur d'avoir des moyens de preuve, mais aussi, j'ai tendance à vous dire, d'être particulièrement vigilant parce que les enregistrements qui peuvent être clandestins peuvent être maintenant admis devant un conseil de prud'homme et devant une juridiction pour dire vous avez dit telle chose, vous n'avez pas dit telle chose, etc. Donc c'est des moyens de preuve qui peuvent être maintenant produits en toute légalité. Donc on dit bien preuve illicite, mais elles deviennent licites. Donc on a eu des positions qui ont été complètement différentes et qui ont été prises par la Cour de cassation jusqu'à ces arrêts qui ont été rendus. Et il y en a, c'est un arrêt qui date du 22 décembre 2023 et c'est l'assemblée plénière de la Cour de cassation, donc c'est la plus haute, on va dire, juridiction, qui vient prendre une décision radicale. Et c'est cet arrêt qui vient mettre un petit peu un terme à tout ce qui était antérieur, donc appliqué jusque-là, et qui précisait qu'on devait rejeter, que les juridictions devaient rejeter ce type de preuve. Donc il y a plusieurs, je ne sais pas si j'ai le temps de vous donner quelques exemples, mais parce que c'est pas simple. En fait,
fait, voilà pourquoi je voulais dire ça, parce que, ok, on dit on peut on peut invoquer ce genre de preuves, mais en fait, on dit quand même qu'il y a plusieurs, le juge doit s'attacher à considérer en quoi la preuve qu'on va communiquer est légitime. Il faut savoir si c'est un résultat qu'on veut rechercher, voilà, dans quel but ça doit être produit, et est-ce qu'on a d'autres moyens aussi de prouver, est-ce que ça touche à la vie privée du salarié, etc., etc. Et ensuite, on va vous dire, il faut apprécier le caractère proportionné de l'atteinte portée à la vie personnelle du salarié. Donc, ça fait beaucoup de conditions. Oui, et c'est pour ça que dans le cadre de plusieurs arrêts qui ont été rendus donc très récemment, il y a par exemple une photo qui a été prise sur Messenger, donc de Facebook, je crois, dont la légitimité a été reconnue. En l'occurrence, je crois qu'il s'agissait d'infirmières dans des EHPAD qui s'étaient pris, qui s'amusaient en l'occurrence à se prendre des photos en maillot de bain et qui en l'occurrence ont communiqué en fait par Messenger en fait ces photos qui n'avaient pas pour but je crois d'être publiées, et donc en l'occurrence la cour de cassation a dit si ces photos-là peuvent être le support du licenciement, parce qu'on va au-delà de la vie personnelle puisqu'on touche aux patients, et qu'en l'occurrence donc c'est proportionné, donc voilà un exemple de proportion, alors que ça n'a pas été reconnu, par exemple pour un salarié qui va insulter ou remettre en cause son supérieur hiérarchique sur Facebook, mais dans une conversation privée, ça n'a pas été reconnu. Donc en fait c'est un petit peu compliqué, c'est au cas par cas. Donc voilà sur la rupture du contrat de travail, et enfin je vais conclure. Les questions. On est passé aux questions. Allez, on va la transition sur les chantiers. D'accord. Les chantiers à venir. Donc, on avait une première question concernant l'acquisition des congés payés pendant la maladie. Maître, conseillerez-vous la construction d'une provision, notamment au sujet de la rétroactivité sur plusieurs années, et quid des salariés ayant quitté l'entreprise? Alors, sur la constitution d'une provision, je pense qu'il faut avoir une trésorerie bien solide, hein, en tout cas, ou un bilan bien solide, parce qu'effectivement, alors, sous réserve que le texte, parce que à ce jour, et avec les informations qu'on a, voilà, parce que comment ça change beaucoup. C'est ça, parce que normalement, on peut remonter jusqu'en 2009. Alors après, il faut faire une étude, j'allais vous dire avec votre expert comptable, si vous avez un expert comptable, pour voir effectivement le chiffrage du coût que ça représente. Et moi, j'aurais tendance à vous dire, si vous pouvez le faire et voir, oui, je pense que ce serait... d'avoir une meilleure visibilité des éventuelles conséquences. C'est ça. Quid des salariés ayant quitté l'entreprise, c'est tout le débat. La prescription n'est pas acquise aujourd'hui, hein, donc ça veut dire que, moi, à mon sens, ils peuvent revenir jusqu'en 2009 à aujourd'hui. Hein. Donc, même avec la publication de la loi, il y aura quand même cette rétroactivité. Donc aujourd'hui, c'est effectivement problématique parce que, à mon sens, ça ne règle pas toutes les questions. Quoi. Donc oui, c'est des sommes exorbitantes. Très importantes. Ouais. Sachant que d'après ce que j'ai compris, je vous ai parlé tout à l'heure, je ne sais pas si j'ai tout dit, mais qu'en l'occurrence, on limitait à 24 jours. 24 jours pour ce qui serait des arrêts de travail non professionnels. Donc, pas accident du travail, pas maladie professionnelle. Il semblerait, alors qu'ils en avaient parlé dans l'amendement, qu'on resterait sur 30 jours pour les maladies pro et les accidents du travail. Donc là, me semble-t-il, on n'en parle pas, donc on restera sur 30 jours. Donc, il y a beaucoup de questions. Il y a beaucoup de questions et à mon avis, elles ne sont pas solutionnées. Et j'attends franchement d'avoir le nouvel article pour pouvoir y voir plus clair. Et même avec le nouvel article, je ne suis pas sûre qu'on y voit très très clair aussi et que ça ne soit pas soumis à interprétation, soumis au juge. De toute façon, on fait un travail de veille sur la question et on transmet les infos quand on les a. Et quand il y aura le texte définitif, on vous en informera dès que possible. Autre question, donc là on en a deux qui concernent donc la procédure d'abandon de poste. Une première question, est-ce que ça concerne que les personnes en CDI ou aussi éventuellement les gens en CDD? Un CDI. CDI. Alors je ne m'amuse pas en CDD, alors je vous dis non tout de suite. Pourquoi? Parce que les CDD c'est quand même très risqué. Imaginez qu'on applique ce genre de procédure sur le CDD, que ce ne soit pas régulier.
derrière, si votre CDD il fait 6 ou 7 mois et que le salarié au bout d'un mois il vient plus, vous allez au conseil de prud'homme et puis vous demandez la sanction qui s'applique. La sanction, c'est les salaires restent incorrects jusqu'à la fin du contrat. Donc ça peut faire cher à l'entreprise. Donc moi je m'amuse pas. Voilà, de toute façon c'est CDI, pas CDD. Du coup, sur toujours cette même procédure, que se passe-t-il si le salarié qui abandonne le poste ne veut pas chercher la lettre recommandée? Mais ça, c'est pas prévu dans le code. C'est embêtant. Alors, faire une analogie peut-être avec. Alors moi, j'aurais tendance à dire qu'il faut d'abord attendre d'avoir le retour de l'AR, donc voir effectivement s'il n'a pas réclamé. Alors, est-ce qu'on pourrait pas aussi, moi, j'aurais tendance à vous dire, par précaution, ce que vous pouvez faire, c'est noter dans la lettre recommandée que vous l'envoyez aussi en lettre simple. Voilà, comme ça au moins doublé en fait. Et vous le mettez bien dans la lettre recommandée, que vous l'envoyez en lettre simple. Et après, j'aurais tendance à vous dire, alors peut-être, allez, ça coûte un peu, mais peut-être envoyer un huissier avec la lettre en lui disant, voilà, vous ne l'avez pas pris. Alors, c'est pas prévu, mais... C'est pas précaution, quoi. Plus de précision. Voilà, c'est pas prévu, mais moi j'aurais tendance à vous dire, il faut quand même envoyer cette lettre. La première étant imposée par le Code du travail, donc c'est-à-dire recommandée avec accusé de réception. Moi, à mon avis, si vous avez avec un huissier à la première, non. Je conseille d'envoyer le premier AR en mettant bien que vous l'envoyez aussi en lettre simple. Et après, c'était une question qui concernait donc la clause de non-concurrence. Peut-on inclure une clause de non-concurrence dans le contrat de travail, même si cette dernière n'est pas prévue dans la convention collective? Là, vous me posez une colle, mais il me semble que oui. Oui. Alors, plus encadré par les conventions collectives. Alors après, voilà, c'est ça. En fait, il faut que vous la prévoyiez au contrat. C'est la clause de non-concurrence qui est visée dans la convention collective. Donc, le contrat de travail ne doit pas être contraire, bien sûr. Mais en tout cas, elle ne s'applique pas automatiquement. Donc, ça veut dire que le contrat de travail doit, lui, inclure cette clause de non-concurrence prévue par cette convention ou pas. Donc oui, la clause de non-concurrence, même si elle n'est pas prévue dans la convention collective, est applicable. Vous pouvez en mettre une, pardon. Merci beaucoup, Maître, pour vos réponses. Et du coup, on peut terminer avec les chantiers annoncés par la Première ministre dans les mois à venir en matière de droit du travail qui nous promet de beaux moments. Oui, alors, qu'est-ce que j'en ai là? Alors, ça vient surtout du discours de politique générale qui avait été prononcé le 30 janvier 2024 par le Premier ministre Gabriel Attal et qui a donné plusieurs pistes en fait, et qui précise, alors là, je suis un petit peu inquiète aussi, par une nouvelle réforme du droit du travail, décidément, ils ne veulent pas nous lâcher. Donc après l'été 2024, et ce serait pour soutenir les TPE, PME. Alors peut-être qu'ils vont nous dire, oui, en fait, c'est ce qu'ils nous disent, qu'ils vont simplifier considérablement leur quotidien. Alors, je fais un retour en arrière de tout ce que je vous ai expliqué. Ça va être difficile d'alléger le quotidien de toutes les entreprises, quelles qu'elles soient, d'autant quand on rajoute des obligations, la première étant la liste des pièces à fournir, ou en tout cas des informations à fournir aux salariés dès l'embauche. C'est quand même loin d'être une simplification. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que le Premier ministre a dit qu'il allait lutter contre la smicardisation et qu'il allait mettre en fait quelque part une pression sur les branches professionnelles pour qu'ils négocient et que, en l'occurrence, ils aillent plus loin que le SMIC. Alors, c'est vrai qu'on a des réductions, en l'occurrence de cotisation, qui n'incitent pas forcément les branches à aller bien plus loin dans la négociation. Donc, a priori, c'est un chantier qui va être organisé, qui va être lancé par le Premier ministre. La transformation du congé parental en un nouveau congé de naissance, voilà, donc on va changer le nom, mais par contre on va plutôt axer aussi sur l'égalité du couple dans le travail, comment dire, la possibilité de prendre le congé peut être faite par les deux. Voilà, c'est ça, et puis mieux rémunéré, je pense. Ensuite, la poursuite de la réforme sur l'assurance chômage. Le RSA sous condition d'activité, la suppression de l'allocation spécifique de solidarité. Cette dernière allocation permettait aux chômeurs en fin de droit de valider des trimestres non travaillés, donc ce sera supprimé. Et a priori, au niveau du RSA, c'est pareil, ils entament des expérimentations pour imposer aux bénéficiaires de travailler un minimum et donc de permettre une réinsertion plus facile.
Enfin, la création d'un compte épargne-temps universel. Alors là, c'est pareil, je ne sais pas trop comment ça va être mis en œuvre parce qu'en fait, le but est de permettre à des salariés qui ont envie de travailler plus sur une certaine période de leur vie, ils vont pouvoir le faire et moins sur une autre période. Donc là, j'avoue que c'est un chantier qui va être organisé. On attend un petit peu plus de précision, mais c'est intéressant à voir. Parce que ça va être aussi difficile, à mon avis, à mettre en œuvre dans les entreprises. En fait, dans les petites entreprises, parce qu'effectivement, quand on a des supports et quand on a des grandes entreprises avec les moyens aussi bien techniques, d'évolution, enfin, toute la gestion qu'il y a derrière, c'est possible, mais ça va être un peu, à mon avis, compliqué pour les petites entreprises. Voilà les chantiers que j'ai vus. Il y en a peut-être d'autres. C'est déjà pas mal. Voilà, c'est déjà bien complet. Oui, je vous remercie, Maître Beau, du coup, pour la clarté de vos informations. C'est vrai que c'est pas des sujets simples. Je vous rappelle que du coup, le replay de cette webconférence sera disponible sur notre chaîne YouTube donc, qui s'appelle Viséo. Et j'en profite pour vous informer que la prochaine webconférence de l'Académie UPV se tiendra le 16 mai à 9h, sera animée par Marc Isidore de MI Conseil et traitera de l'obligation et solidarité financière du donneur d'ordre, avec notamment l'obligation de vigilance en matière de travail dissimulé et l'obligation de diligence. Donc pareil, des sujets importants et qui peuvent avoir des gros impacts pour les entreprises. Donc je vous invite à vous inscrire. Le lien vous sera envoyé par mail comme d'habitude. Et puis je vous remercie beaucoup pour votre participation, pour les questions qui ont été posées. Et encore une fois, merci Maître Beau pour la qualité de votre intervention.